Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue dans le grand plateau. Au menu ce soir, un nouveau rebondissement dans la crise liée au scanning des marchandises au port autonome de Douala. Après la menace du groupement des entreprises du Cameroun de suspendre à compter de ce 16 février toutes les déclarations d'importation, d'exportation et les formalités douanières, si rien n'était fait pour résoudre la crise du scanning, le ministre des Finances réagit. Le membre du gouvernement a récemment instruit le port autonome de Douala de rétablir immédiatement la Société Générale de Surveillance dans l'intégralité de ses droits. Dans une correspondance adressée le 13 février dernier à Sirius Ngo, lui, Paul Motazé, précise que cette décision fait suite aux directives du Premier ministre chef du gouvernement qui avait demandé le 30 janvier dernier de prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre la reprise des activités de la SGS. Une instruction qui, jusqu'ici, n'avait pas encore été respectée. En effet, comme l'a indiqué le patronat, les entreprises se sont vues imposer une double facturation pour le scanning de leurs marchandises. Avec ce nouveau rebondissement, s'achemine-t-on enfin vers la fin d'une crise qui aura fait perdre des milliards de francs CFA à la douane camerounaise et aux opérateurs économiques? Question à notre invité que nous retrouverons en seconde partie d'émission. Pour l'heure, place au journal. En ouverture, vifs échanges ce lundi au tribunal militaire de Yaoundé sur l'affaire Martinez-Zogo. Les avocats des accusés, notamment Maître Tchungan et Maître Jacques Mbouni, dénoncent l'absence de notification claire des motifs d'accusation et estiment que les témoignages seraient produits à l'aveuglette. Ils rappellent que la responsabilité pénale est individuelle et pointe un manque d'éléments précis introduits par le commissaire du gouvernement. Le ministère public, pour sa part, rejette ces accusations, soutenant que le code de procédure pénale permet la consultation du dossier au greffe et que, conformément à l'article 365 alinéa 1 du code pénal, les faits peuvent être exposés avant d'être appuyés par des témoignages. Écoutons à ce propos Maître Jacques Beny, avocat du lieutenant-colonel Justin Danoué. Non, 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 non. On ne peut pas se justifier avec cet article parce que, bien évidemment, nous savons qu'à un moment, ils seront butés. Quand il faudra interroger nos clients ne pourront pas prendre la parole tant qu'on ne leur a pas expressément dit ce qu'on leur reproche. Quand on n'aura pas produit des éléments pouvant prouver que tel a fait quoi, tel. Nous, on est en matière pénale. La responsabilité pénale est individuelle et personnelle. Qui a fait quoi, dans quel contexte mais la conséquence sera que le moment venu, ils seront bien obligés, comme jusqu'à présent, ils se refusent de produire ces pièces parce que, sachant que ces pièces, lorsqu'elles sont déjà produites, elles peuvent nous être communiquées. Ils refusent de les produire, préfèrent continuer à interroger les témoins sans que les pièces ne soient produites. Nous attendons le moment venu. Ce lundi, M. Amadou, ex-garde du corps de Maxime Eko et ancien chef du groupement d'appui logistique à la DGRE de 2020 à 2023. Le témoin a affirmé n'avoir autorisé aucune sortie d'armes dans cette affaire. Il a reconnu que la VZ-59 utilisée lors de l'opération était une arme de la DGRE, tout en déclarant ignorer comment elle aurait été sortie. Écoutons à ce propos Maître Calvin Job, avocat de la partie civile, dans cet extrait capté par Sébastien Oyébé alors que l'audience se poursuit au tribunal militaire de Yaoundé. Alors, il faut comprendre qu'une telle opération, avec une telle ampleur, ne peut pas être organisée sans qu'il y ait une complicité ou une faillite interne au sein de la DGRE. On a entendu les témoignages ou enfin l'audition du chef du groupement d'appui logistique. On en comprend que finalement, soit nous avons une opération qui est officieuse mais connue de la hiérarchie, soit nous avons une opération qui est irrégulière, et dans ce cas c'est très grave parce qu'il y a une faillite dans le commandement et il y a une négligence structurelle au sein de la DGRE.
Également dans l'actualité, l'Union africaine a tenu les 14 et 15 février 2026 son 39e sommet à Addis Abeba en Éthiopie où le Cameroun était représenté par le chef du gouvernement Joseph Djongouté. À cette occasion, le président burundais Evariste Ndayishimiye a pris la présidence tournante de l'organisation et le Djiboutien Mahmoud Ali Youssef à la tête de la commission. En l'absence d'un communiqué final, les deux ont présenté dimanche les principales conclusions lors d'une conférence de presse. On retient entre autres que l'Union s'est engagée pour une tolérance zéro pour les changements de pouvoir anticonstitutionnels, alors même que prenaient part au sommet les chefs d'État qualifiés d'anticonstitutionnels. Dilemme ou contradiction? L'analyse de Roland Sapi. En attendant le communiqué final de la session tenue samedi et dimanche, l'opinion se contente des déclarations faites au cours de la conférence de presse dont deux retiennent l'attention. D'abord, l'Union africaine s'engage pour aucune tolérance pour les changements de régime par coup d'État au mépris de la Constitution. Ensuite, elle veut faire taire les armes. Rien de nouveau dans ces déclarations, du moment où elles épousent les missions premières de l'Union, garantir une alternance démocratique dans les pays membres et assurer la paix pour les peuples africains. Sur la durée pourtant, l'Union s'est peu à peu éloignée de ses missions, soit par complaisance, soit par refus de voir la réalité. Dans de nombreux pays, l'ordre constitutionnel qu'elle défend est devenu un moyen privilégié utilisé par les dirigeants pour s'éterniser au pouvoir. Comme l'Union défend ce que dit la Constitution, il s'agit désormais pour ces dirigeants de faire dire à la Constitution ce qui les arrange et le tour est joué. La modifier pour faire sauter le verrou de la limitation des mandats et se présenter éternellement, ou la modifier pour changer le régime de présidentiel à parlementaire et se créer un poste au-dessus du président désigné par le Parlement avec une seule finalité, conserver les leviers du pouvoir, comme cela a été le cas au Togo. Toutes ces manœuvres étant légitimées par des simulacres d'élections avant lesquels on s'arrange à mettre hors jeu les principaux challengers. Ces coups d'État constitutionnels ne préoccupent pas cependant l'Union africaine. Paradoxalement, le sommet s'est tenu en présence des deux généraux, désormais chefs d'État ayant bousculé la Constitution pour prendre le pouvoir, le Guinéen Mamadou Doumbouya et le Gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, et en même temps que des processus de transition sont en cours en Guinée-Bissau et à Madagascar sous la surveillance des envoyés spéciaux de la même Union africaine. L'Union a annoncé également vouloir se tenir aux côtés des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Niger et Burkina, et entend maintenir le dialogue avec les régimes militaires putschistes en place. Alors, se refuser de tolérer les changements anticonstitutionnels et superviser les transitions issues des coups d'État militaires tout en maintenant le dialogue avec les qualifiés de putschistes, il y a lieu de conclure que l'Union africaine fait désormais face au dilemme des constitutions, devenus plus des instruments de dictature que de démocratie. Dans un tout autre registre, connaissez-vous le Brain Ball? C'est une compétition intellectuelle dont le but est d'éprouver la culture générale et stimuler l'intelligence. Introduite au Cameroun depuis 2025 par la Cameroun Debate Association, la deuxième édition a eu lieu le 10 février 2026 à l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala, au cours d'une cérémonie à laquelle prenaient part plusieurs élèves et étudiants. Le compte rendu de Jessica Tenos-Maché. Ici, pas de tremplin ni de pelouse, mais une arène où l'intellect est roi, le Brain Ball. C'est le match ultime de l'intelligence. Sous l'impulsion de la Cameroun Debate Association, lycéens et étudiants des 4 coins du pays transforment la connaissance en un véritable terrain de sport. Un défi où l'expression citoyenne et le dépassement de soi sont les seules règles du jeu. Nous sommes rendus à l'évidence que la plupart des jeunes Camerounais ont des difficultés à exprimer couramment leur point de vue en public. Et parfois, lorsque ces personnes ont des informations, ont des connaissances, ils ne savent pas engager le corps dans la défense de leur point de vue. Et nous sommes dit, avec les innovations qui se font dans d'autres pays, il va falloir qu'on mette sur pied un programme qui non seulement leur donne les capacités de mieux s'exprimer couramment en public, mais aussi leur accorde l'opportunité d'avoir de meilleures performances scolaires et qui leur permet également d'être le plus concentrés pendant les enseignements à l'école. Sous le signe du tout monde des doigts glissants, le Brain Ball 2026 mise sur l'ouverture culturelle, un choix stratégique salué par le corps éducatif. Intégrer les différences, ce que Edouard Glissant appelle les microclimats culturels.
comment les sauvegarder sans se diluer, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle la mondialisation. Parce que son combat, le combat des droits glissants, consiste à préserver les cultures. La notion de tout monde, n'est-ce pas, part de ce que il y a des tentatives qu'il appelle celles des cultures ataviques, des cultures à racines uniques, qui ont tendance à vouloir s'imposer sous ce carcan qu'on appelle la mondialisation. Donc il est question de ne pas prétendre sauver une langue en étouffant les autres. Donc c'est ça le problème. Pour les étudiants, cette compétition représente autant un défi intellectuel qu'une occasion de gagner en confiance et de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Nous devons accepter les cultures des autres. Nous devons pratiquer le brassage culturel et aussi penser comme Édouard Glissant. Nous devrions penser comme lui. Du moins, faire en sorte de ne pas sentir d'autres cultures inférieures par rapport aux nôtres. Entre culture et dépassement, le Brain Ball s'impose comme le rendez-vous national où apprendre devient un sport de l'esprit. Promouvoir l'identité culturelle et renforcer la cohésion sociale en milieu scolaire. Objectif affiché de la journée culturelle organisée dans plusieurs établissements de la ville de Douala le week-end dernier. Une célébration marquée par des prestations artistiques variées. Le point avec Linda Wininyasa. Ambiance électrique et couleurs à profusion. Élèves et enseignants célèbrent la diversité culturelle dans une atmosphère à la fois festive et éducative. Tour à tour, les apprenants ont fait voyager le public. Danse traditionnelle sawa, rythme bamileke, prestations venues du septentrion et même au-delà. Les élèves comédiens enchaînent les sketchs mêlant humour et messages éducatifs, respect des valeurs, cohésion sociale, importance de l'école. Je suis la présidente du conseil des préfets de l'école et aujourd'hui je porte l'endobe pour représenter les Bamileke. Donc j'ai très bien passé la journée. Il y a eu plusieurs présentations culturelles. On a appris même des cultures en dehors du Cameroun. Je pense qu'aujourd'hui je vais rentrer plus cultivée que je ne l'étais avant. Là maintenant je représente la culture du Gabon. Et ce que j'ai appris aujourd'hui, la classe de Aiji Shuei a parlé du Japon. Et c'est un pays que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai appris beaucoup de la culture japonaise. Et je pense que je suis rentré plus cultivé que de comment je suis venu. Pour les responsables d'établissement, il s'agit de transmettre aux jeunes générations le sens de l'identité culturelle tout en valorisant l'ouverture aux autres cultures du monde. Il y a eu différents pays représentés, le Liban, le Ghana, l'Inde, la Côte d'Ivoire. C'est aussi une manière pour nous de faire nos élèves faire des recherches sur ce qui se passe au niveau de la culture dans d'autres pays. Ce n'est pas que les études, que les résultats. La culture n'est pas qu'un simple thème pédagogique. Elle s'est vécue, dansée et partagée, preuve que l'école reste aussi un creuset d'unité et de diversité. En religion, les chrétiens catholiques vont débuter le mois de Carême le 18 février prochain. 40 jours de jeûne, de prière et de pénitence qui s'ouvriront par le mercredi des cendres. Même jour pour le mois de jeûne du Ramadan qui s'ouvre également le mercredi 18 février. Selon le communiqué de la Commission nationale du croissant lunaire, cette date est issue des travaux d'harmonisation du calendrier lunaire tenus à Yaoundé le 8 février 2026 sous la supervision des autorités religieuses et de structures islamiques nationales. La Commission souligne que le recours aux calculs astronomiques reste encadré par la jurisprudence islamique et que les dates annoncées seront confirmées ou infirmées après l'observation effective du croissant lunaire. Il est également indiqué que la fin du Ramadan 2026 est prévue pour le vendredi 20 mars, sous réserve de la même vérification lunaire. Par conséquent, l'ensemble de la communauté musulmane, les imams et les fidèles sont appelés à vivre ce mois de jeûne dans la piété, le partage et la prière pour la paix et la prospérité du Cameroun. À quelques jours donc du début du Ramadan, les musulmans renforcent leur préparation spirituelle. À Fomban, dans le département du Noun, la communauté musulmane a tenu le week-end dernier sa traditionnelle Jalsa Salana,
Un grand rassemblement annuel axé sur les enseignements du mois de jeûne, mais aussi sur la contribution de l'islam à la paix et au vivre ensemble. Le point avec notre correspondant à Fumban, Sizik Njingo. Nous devions soutenir sa... Fumban, 15 février 2026, la communauté musulmane Ahmadiyya a achevé 2 jours de prière, d'explication du Saint-Coran et de réflexion sur la contribution de l'islam à la construction de la paix mondiale. De pouvoir promouvoir la paix, comme chaque année, nous sommes en train de sensibiliser, pas seulement le Cameroun, mais le monde entier, avec ce que nous avions vu ces derniers temps, avec la guerre en Ukraine, et aussi ce que nous sommes en train de prier, que ça n'arrive pas, n'est-ce pas, avec l'Iran et les États-Unis. Les autorités administratives et traditionnelles présentes ont salué l'engagement de la communauté Ahmadiyya en faveur de la paix et du vivre ensemble. La cohésion sociale est la clé de la pérennité des civilisations. Il nous appartient collectivement de préserver cette cohésion par le dialogue interreligieux permanent, la justice équitable et la solidarité agissante. Sa Majesté le Sultan roi des Bamour réaffirme son engagement constant en faveur du vivre ensemble, de la stabilité institutionnelle et de la promotion des valeurs morales qui fondent notre société. Cette rencontre intervient à quelques jours du début du Ramadan, une période spirituelle dont les responsables religieux ont rappelé les fondements et les exigences. Le Ramadan est un pilier de l'islam, très comme les autres, et il est important de rappeler aux musulmans, ceux qui sont en santé, d'observer cela. Et notre convention se tient à quelques jours du début du mois de Ramadan. Nous avons rappelé dans les différents exposés aux participants l'importance de jeûner. Organisé chaque année à Fumban, l'événement rassemble les fidèles venus des 10 régions du pays. Prochain rendez-vous annoncé pour l'année prochaine. Direction Ngaoundéré à présent pour l'actualité sportive où une présélection de jeunes basketteurs de moins de 17 ans, filles et garçons, a eu lieu en fin de semaine dernière au lycée de la ville. Il était question pour les académies de basket et entraîneurs chargés du recrutement des dénichés, des jeunes talents de la balle orange, mais aussi de la vie en groupe. Le reportage en Ngaoundéré de notre correspondant Amadou Bello. Sur le parquet, filles et garçons se succèdent enchaînant dribbles, tirs et exercices tactiques sous le regard attentif des encadreurs techniques. L'enjeu est détail, décrocher une place dans la présélection. Chez les filles, 4 ont été retenus, tandis que 10 garçons ont impressionné. Oudou Aboubakar et Bella Kuissé en font partie. Je suis beaucoup créatif, je parle beaucoup de joueurs, c'est soutenir hors du stade. On va donner le meilleur de nous-mêmes. C'est une présélection, plus travailler, plus me rapprocher du coach pour corriger mes lacunes. C'est le résultat d'un travail effectué par les différents coachs. Ces derniers s'engagent par ailleurs à relever le niveau de ces jeunes basketteurs. Les coachs m'ont énormément accompagné parce que ça a été un travail d'équipe. On va continuer à travailler ensemble dans l'harmonie afin que le niveau soit plus élevé. À travers cette opération de détection des talents, Vision C veut fédérer les jeunes autour des valeurs de la balle orange et des valeurs sociales. Nous avons eu un niveau aussi élevé, bien élevé, contrairement à l'année passée. J'ai eu de la peine à choisir l'attitude du joueur. Est-ce que ce sont des leaders, comment ils se comportent avec les autres? À l'issue de l'opération, plus de 50 jeunes basketteurs seront sélectionnés et accompagnés à travers diverses bourses de formation. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Quelle issue pour le scanning de marchandises au port autonome de Douala? Le directeur général de cette institution a écrit au ministre des Finances pour lui signifier ses inquiétudes sur un éventuel blocus qui pourrait paralyser totalement la porte d'entrée du Cameroun et plonger le pays dans une situation de crise aiguë. En réponse, Louis-Paul Motazé a réitéré à Cyrus Ngor la mise en œuvre des instructions du gouvernement réhabilitant la SGS dans son droit de reprendre les opérations d'inspection des conteneurs en provenance de l'étranger.
Cet échange de correspondance entre les deux administrations fait suite à l'ultimatum de la communauté des affaires de suspendre toutes les opérations d'export-import si la situation n'est pas normalisée dès ce lundi 16 février 2026. La lecture de Jean-Paul Chouniat. La menace du groupement des entreprises du Cameroun de suspendre toutes les activités d'import-export est-elle en voie de mettre fin au scandale de scanning des marchandises au port autonome de Douala? C'est désormais l'une des questions au cœur d'une brouille qui dure depuis des semaines. À la suite de la sortie du président du GECAM, Célestin Tawamba, le 12 février dernier, le directeur général du port autonome de Douala a saisi le ministre des Finances, lui faisant part de ses inquiétudes d'un éventuel blocus total pouvant empêcher l'approvisionnement du marché local en produits et surtout en denrées alimentaires. Dans le long chapelet de crainte de Cyrus Ngo, énumérant les dysfonctionnements que pourrait créer ce blocus, le grand argentier Lupoul Moutazé s'en est nullement ému, réitérant simplement au directeur général du port autonome de Douala qu'il a entre ses mains la solution tant recherchée à son angoisse sur une éventuelle congestion au terminal à conteneurs, avec une perte de recettes de près de 13 milliards de francs CFA déjà enregistrée par la douane, un des principaux contributeurs au budget de l'État. Ainsi, selon Lupoul Moutazé, Cyrus Ngo n'a d'autre choix que respecter les instructions du Premier ministre chef du gouvernement, en laissant le seul opérateur reconnu par l'État, la Société Générale de Surveillance, reprendre sans délai et sans d'autres formes de procès le scanning des marchandises au port de Douala. Le ministre Lupoul Moutazé s'est donc lavé les mains, laissant tacitement le choix à Cyrus Ngo de suivre la parole du gouvernement ou prendre sur lui d'étouffer à mort le principal poumon qui fait respirer économiquement le Cameroun. Et Cyrus Ngo est certes dans son bon droit de défendre la légalité républicaine que lui confère la loi et toutes les prérogatives de choisir tous les prestataires et partenaires du port autonome de Douala. Seulement le gouvernement a dit et maintient, c'est la SGS qui scannera les marchandises au PAD jusqu'en 2032. Peu importe si son contrat signé en 2015 pour 10 ans est échu depuis mars 2025. Le directeur général du port autonome de Douala n'a-t-il pas compris la vieille maxime? La raison du plus fort est toujours la meilleure. Et qui plus, dans le cas d'espèce, est brandi en raison d'État. Cyrus Ngo continuera-t-il à tenir tête au gouvernement qui l'a nommé au nom du respect de la loi, ou alors baissera-t-il les bras et qui payera la facture salée des pertes en milliards de francs CFA subies par la communauté des affaires et la douane? On va examiner cette situation du point de vue du politique avec notre invité de ce soir. Jean-Robert Wafo est avec nous en politique, secrétaire national à la communication du FCC, Front pour le changement du Cameroun. Jean-Robert Wafo, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Bonsoir Madame Mayo, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs qui suivent cette prestigieuse émission. Merci. Alors Jean-Robert Wafo, depuis le début de cette année, on parle de scanning au port autonome de Douala, scanning des marchandises, en raison justement de cette décision du port autonome de Douala de mettre fin au contrat en cours avec la SGS, Société Générale de Surveillance, et de faire appel à Transatlantique DSA pour le contrôle des marchandises qui arrivent au terminal à conteneurs de Douala-Bonabéry. On a vu ces multiples sorties de membres du gouvernement, ces sorties même, ces lettres qui venaient tout droit de la présidence de la République. Et la dernière actualité, c'est cette lettre du ministre des Finances adressée au directeur du port autonome de Douala, lui demandant de suivre les instructions du Premier ministre, chef du gouvernement. Du point de vue de l'homme politique que vous êtes, comment vous examinez cette situation en cours au port autonome de Douala? C'est une situation extrêmement grave qui met en nu, n'est-ce pas, la manière dont le pays est géré. Vous savez, je ne vais pas prendre un camp. C'est entre eux. C'est entre eux qui sont au sein du régime. Voyez-vous, il y a de cela 3 ou 4 ans, j'ai parlé du grand soir dans ce pays. Il y en a qui n'ont de la politique que ce qu'on leur dicte de temps à autre dans les salons, pour venir cracher, n'est-ce pas, dans les médias, qui ont mis ce concept en doute. Avant, c'était des batailles feutrées. Actuellement, c'est des batailles ouvertes. Concernant donc, le sujet qui est en débat aujourd'hui, j'interviens, le FCC par ma voix, intervient sur ce débat parce que ça concerne la République. Et nous aspirons à gouverner, n'est-ce pas, ce pays. Nous n'aimons pas voir ce pays, nous n'aimons pas gouverner ce pays quand il est déjà en lambeaux. Voyez-vous, Madame Mayo, le port
autonome de Douala, qu'on abrège à PAD, n'est pas le PID, n'est pas le port indépendant de Douala. Il faut que ce soit clair. Le port appartient à l'État du Cameroun, à la République du Cameroun. Alors, il n'est pas normal, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas une coordination gouvernementale autour de la gestion du port autonome de Douala. C'est vrai, c'est une entité publique qui dispose, n'est-ce pas, d'une autonomie de gestion. Mais ce n'est pourtant pas que ce port doit se comporter comme s'il était un bantoustan, puis comme s'il était un État indépendant dans la République du Cameroun. Et moi, je dis une chose. Sur le plan même constitutionnel, le Premier ministre, quand vous parcourez la Constitution, le titre 2, chapitre 2 du gouvernement, le Premier ministre est le chef du gouvernement. Et quand vous allez au chapitre 1 de ce même titre, le président de la République, en cas d'empêchement, d'abord c'est l'article 10 de cette constitution, le président de la République peut déléguer, n'est-ce pas, une partie de ses pouvoirs au Premier ministre ou à tout autre ministre, suivant les prérogatives, suivant ses attributions. Mais le chapitre 2 qui est consacré au gouvernement dit ceci: le Premier ministre est le chef du gouvernement. C'est-à-dire c'est lui, n'est-ce pas, qui met en application, n'est-ce pas, les orientations définies par le président de la République. Alors, il n'est pas normal que face à une situation pareille qui a créé tout le tohu-bohu que nous observons, que le Premier ministre qui a pris la peine, n'est-ce pas, de requérir, donc n'est-ce pas, de s'entourer des prérequis institutionnels en invitant, n'est-ce pas, des personnalités, en l'occurrence le ministre des Finances qui est la tutelle financière du port autonome de Douala, le ministre des Transports qui est la tutelle technique du port autonome de Douala, et le ministre de la Communication qui est par ailleurs PCA, n'est-ce pas, de la Société Générale de Surveillance. Il prend ces prérequis institutionnels et au sortir de là, il donne des directives. Et au rang de ces directives, il est question de rétablir la SGS au port autonome de Douala. Mais bon Dieu, pourquoi le DG du port autonome de Douala, M. Sirizinbor, ne respecte pas ces directives? Mais est-ce que, Madame Maillot, est-ce que ces directives-là auraient pu être respectées aussi facilement, immédiatement, aussitôt sorties, quand on sait que c'est un problème qui a quand même pris du temps? Madame Maillot, il est le Premier ministre, chef du gouvernement. Le directeur général du port autonome a semblé obéir, n'est-ce pas, aux instructions répercutées, aux hautes instructions, entre guillemets, répercutées par le président de la République, à travers une correspondance du chef d'état-major particulier du président de la République. Mais bon Dieu, le Cameroun, avant l'actuel chef d'état-major particulier, il y avait un chef d'état-major particulier du président de la République. Il a d'abord été colonel, bien quand il était colonel, il a été colonel puis général. Le général Benaïm Peke, paix à son âme. Montrez-moi une seule correspondance, je dis bien une seule, répercutée par le défunt général Benaïm Peke à un ministre de la République. Ça n'existe pas. Donc d'un côté, vous avez quelqu'un qui dit « on m'a dit que », et de l'autre, vous avez le Premier ministre qui prend des directives, qui réunit les gens, tout le monde voit la vidéo, qui prend des directives qui sont répercutées par son secrétaire général, par le secrétaire général des services du Premier ministre. Donc on l'a vu. Donc de l'autre côté, on n'a pas vu. On m'a dit que. Qu'est-ce que ça veut dire? Et autre chose. Allons même dans ce sens. Dans le sens qu'on m'a dit que. Mais le Premier ministre est l'autorité hiérarchiquement établie au sein de l'exécutif après le président de la République. Il a donné des directives. À partir du moment où il est l'autorité hiérarchiquement établie après le président de la République, seul le président de la République peut aller à l'encontre de ces directives, ou alors aller contre ces directives. Pas quelqu'un d'autre. Je dis bien au sein de l'exécutif.
Mais Madame Maillot, pouvez-vous imaginer un seul instant le directeur général du port de Marseille ou le directeur général du port de Havre aller à l'encontre des directives du Premier ministre français Sébastien Lecornu? Il sera vitrifié dans les heures qui suivent. On va le faire sauter. Je dis bien dans les heures qui suivent. Mais quel est ce pays? Décidément, le pays est à volo. Va à volo. Par la suite. C'est inadmissible. Et ça, c'est sur le plan purement politique, je veux dire constitutionnel. Maintenant, sur le plan économique, c'est des grosses pertes. C'est des grosses pertes qui seront malheureusement répercutées sur celui qui est en bout de chaîne, à savoir le consommateur. Là même d'ailleurs appris d'un chef d'entreprise qu'on a reçu la semaine dernière sur ce plateau, le prix de certains produits a grimpé, notamment le sel, en raison justement de cette situation soit de statu quo actuellement et de double facturation du scanning. Bien avant ce statu quo, justement, observé. Mais bon, vous questionnez le silence du port autonome de Douala, du directeur du port autonome de Douala, devant les instructions du Premier ministre, chef du gouvernement. On a vu, sur un document supposé être confidentiel qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, cette lettre du directeur du port autonome de Douala adressée au ministre des Finances, qui lui faisait étaler la situation actuelle. C'est-à-dire le port veut bien respecter les instructions du PM, du chef du gouvernement. Seulement, il y a comme une sorte de blocage avec la SGS. La coopération est totalement rompue du fait justement de ce problème qui s'est posé là. Ça, c'est une correspondance qui date du 12. Et le lendemain, cette réaction du ministre des Finances qui réitère qu'il faut suivre immédiatement les instructions du Premier ministre, chef du gouvernement. Quand on a donc ce récit des événements tels qu'ils se sont passés, est-ce qu'on peut accuser le port autonome de Douala d'avoir refusé de suivre des instructions, ou alors on constate, tout comme c'est le cas pour certains, qu'il y a bien une volonté, mais actuellement, la situation est bien compliquée. C'est pourquoi ça traîne. Mais madame, le directeur général du port autonome de Douala, il se place où dans l'architecture de cette République pour ne pas directement et immédiatement appliquer les directives du Premier ministre? Je vous pose cette question, il se fonde sur quoi? Je vous ai rappelé les dispositions constitutionnelles. Je vous ai rappelé l'architecture non gouvernementale. Je vous ai même rappelé les tutelles du port autonome de Douala. Mais il est tout à fait normal que le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, lui demande d'appliquer tout simplement les directives du chef du gouvernement. Mais il faut que M. Sirisgo, à un moment donné, arrête ça. Qu'il arrête ça. J'ai dit le port autonome de Douala n'est pas le port indépendant de Douala. Le PAD n'est pas le PI. Le PAD n'est pas le PID. Donc, que le ministre des Finances lui demande d'appliquer immédiatement les directives, n'est-ce pas, du Premier ministre, il dit que Louis-Paul Motazé est dans son rôle. Maintenant, s'il veut apporter un autre débat, parce que la directive concernait quoi? Et d'ailleurs, le secrétaire général des services du Premier ministre a donné la directive de rétablir la SGS et de trouver, et en ouvrant même une autre voie. Mais pas par rapport au scanning des marchandises. Par rapport au scanning des marchandises, il restaure d'abord la SGS, n'est-ce pas, dans ses fonctions. Et puis ensuite, il peut entamer dans des discussions, des négociations, pour faire venir je ne sais qui, mais d'abord qu'il respecte les directives. Pour que l'activité se poursuive. Sinon, ce sera assimilé à de la rébellion, à de l'insubordination. Et ça c'est des fautes graves. Et puis, il faut quand même à un moment donné que des gens arrêtent d'étaler à la face du monde qu'ils sont dans des réseaux puissants. C'est-à-dire des réseaux, des clans. Ça, c'est pour être un peu gentil, mais je parlerai plutôt, si je veux dire vrai, des gangs. Des gangs qui veulent encercler, n'est-ce pas, les domaines de souveraineté de l'État,
qui veulent s'en mettre plein les poches dans la perspective de ce que j'ai appelé le grand soir. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Je ne sais pas si c'est parce que le Premier ministre est un anglophone, que les clans qui sont en majorité constitués de francophones n'ont plus du respect pour lui. Là, vous voulez soulever un aspect du problème anglophone. C'est un aspect du problème. Écoutez, rien à voir. C'est un aspect du problème. Et nous sommes en politique et donc également. Je ne vois pas sur quoi le directeur général du port autonome se fonde pour ne pas respecter les directives de tout un Premier ministre qui est par ailleurs connu comme un homme de tempérance et de pondération. Au point où le ministre des Finances est obligé donc de revenir, donc de monter encore une fois de plus au créneau pour lui dire respecte d'abord ces directives. Parce qu'au lendemain de la réunion qui s'est tenue à la primature, vous savez très bien qu'il y a eu une réunion que le directeur général du port autonome a convoqué, n'est-ce pas, le directeur général de la directrice générale de la LGS. Mais avant de la convoquer, il a mentionné un certain nombre de points qui devaient faire l'objet de discussion. Au lieu de s'arrêter juste aux modalités de remise en route de la SGS dans ses missions au port autonome de Douala, il a élargi ça, c'est-à-dire qu'à d'autres points. C'est normal que le directeur général, que la directrice générale de la SGS lui dise, mais moi, j'ai signé un contrat avec l'État du Cameroun, avec le gouvernement, par le truchement du ministre des Finances à l'époque, M. Alamine Ousmane, et j'avais une fonction précise ici au port autonome. Tous les autres points que vous avez mentionnés à l'ordre du jour, en dehors du point sur les modalités de reprise, n'est-ce pas, de mon activité, ça ne me concerne pas. Il est difficile qu'on lui donne du tort. Parce que le Premier ministre a instruit une directive, il fallait d'abord appliquer cette directive. Maintenant, s'il y a d'autres réunions à faire après, bon, ils peuvent déjà développer ça dans les couloirs, mais respecter la directive du Premier ministre. Et maintenant, sur le plan, parce que j'ai fini avec le plan politique, le plan économique maintenant, au niveau, n'est-ce pas, des textes, parce que j'ai entendu certaines personnes brandir le décret numéro 2019-001 du 2 janvier 2019 portant réorganisation du port autonome. Parce que dans l'article 7 de ce décret, on mentionne que la sécurité, que le port est chargé de la sécurité et la police des opérations d'exploitation et de ses dépendances. Mais les gens semblent oublier que le Cameroun également a ratifié le code des douanes de la CEMAC, qui mentionne, c'est-à-dire qui fait du territoire douanier, qui définit le territoire douanier et soumet les ports maritimes au pouvoir de la douane. Or, si vous regardez très bien, quand je parle de l'administration de la douane, de l'administration de la douane en ce qui concerne donc les marchandises. Mais quand vous prenez l'article 45 de la Constitution, que dit cet article? Que les traités et accords internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois de la République. C'est-à-dire que les accords et traités internationaux ratifiés et publiés ont une autorité supérieure à celle des lois de la République. Quand c'est supérieur aux lois, ça veut dire que c'est également supérieur aux décrets. Parce que les lois dans la norme hiérarchique, en matière de hiérarchie des normes juridiques, la loi est au-dessus du décret. Alors, opposer, n'est-ce pas, le décret de 2019 portant réorganisation du port autonome de Douala à un accord, n'est-ce pas, CEMAC, moi je dis, c'est passer complètement à côté du droit. Donc vous voyez que sur le triple plan, politique, économique et juridique, le port autonome de Douala n'a pas du tout raison. Il y a donc ces sorties récentes. Il y a le Premier ministre qui a instruit, le ministre des Finances qui a réitéré l'instruction. Est-ce qu'on s'achemine donc vers la fin de cette crise qui a suffisamment fait perdre de l'argent à la douane et aux entreprises? Vous me demandez de Il y a des signes
Vous me demandez de lire dans une boule de cristal. Puisque vous interpellez beaucoup le directeur du port autonome de Douala, y a-t-il des chances que cette fois-ci soit la bonne et que ces instructions soient respectées immédiatement? On est déjà lundi. Mais madame, il a l'obligation de le faire. Il aurait même déjà dû le faire. S'il ne l'a pas fait aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, si on avait été dans un pays sérieux qui est bien administré, on l'aurait vitrifié au plus tard à 17 heures. Il faut que ce soit clair. Je vous ai pris l'exemple de la France et même d'autres pays. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, c'est le directeur général des douanes. Demain, ce sera le directeur des aéroports du Cameroun. Après, demain, ce sera, je ne sais pas, c'est le directeur général du Conseil national des chargeurs du Cameroun. Ça ira dans tous les sens. Ça ira dans tous les sens. Et nous nous accaparons de ce sujet tout simplement parce que nous aspirons, n'est-ce pas, également gouverner ce pays. Voilà. Il faut pas... Tout ce tohu-bohu là devrait cesser dès la seconde correspondance du ministre des Finances. Y a-t-il donc des signes qui montrent que ça pourrait cesser dans les prochains jours? Vous y croyez? Tout dépend de M. Biya. Je dis bien, tout dépend de M. Biya. Pourquoi le président de la Mais République qui tape le poing sur la table. Qui tape le poing sur la table. Et je rappelle que lui-même, il a été, en même temps, il a été secrétaire général, puis premier ministre de ce pays. Donc il est censé connaître, n'est-ce pas, les rouages en matière d'influence. Voilà. S'il ne le fait pas, ça veut dire que la responsabilité première lui incombe. Et puis, quand vous regardez, c'est des gros enjeux. C'est des gros enjeux. Je vous ai parlé de la perspective du Grand Soir, mais entrons un peu dans l'enjeu économique là-dedans. Je reviens sur l'enjeu économique. Il faudrait quand même que les gens... Je vais questionner le choix même du gouvernement d'avoir plutôt, n'est-ce pas, désigné la SGS comme opérateur devant devant scanner les marchandises. Mais un scanner haut de gamme coûte 3 millions de dollars. Un scanner, donc c'est 1,8 milliard de francs CFA. On parle de 4 scanners, soit 7,2 milliards de francs CFA qu'il fallait mettre au port autonome de Douala. Quand je parle de haut de gamme, ça avait rayon X et tout. L'État du Cameroun a manqué 7,2 milliards pour mettre 4 scanners au port autonome. Que représente 7 milliards 200 millions à l'État du Cameroun. Parce que voyez-vous, Madame Mayo, par an, en moyenne, il y a 180 000 conteneurs qui sont importés. Je me limite aux importations. L'opération de scanning coûte 85 000 francs CFA. Quand vous faites 180 000 fois 85 000, on se retrouve à 15 milliards 300 millions de francs CFA. Ça coûtait quoi à l'État de dépenser 7 milliards 200 millions, installer 4 scanners? Déjà, à la première année, il devait avoir retour sur amortissement et même plus que ça. Et le reste, n'est-ce pas, devait permettre à l'État de financer, par exemple, certains projets d'infrastructure et autres. Peut-être ça pourrait Qu'est-ce que ça coûtait? Peut-être une solution comme celle-là pourrait être envisagée dans les prochaines années. On demande actuellement... Oui, mais sauf que contrairement à ce que les gens ont voulu faire croire, le port autonome de Douala a voulu qu'on mette Transatlantique DSA. Et on remplace un opérateur privé par un autre opérateur privé. Quelle était la plus-value là-dedans? J'ai suivi Mme Alice Maguedjo, qui est une femme remarquable, n'est-ce pas, qui a fait état sur un de vos plateaux ici. Je crois que c'était sur ce plateau. Sacré Matin, sur Radio Balafon. C'était à Sacré Matin, où elle a fait part de ce que, avec la SGS,
le scanning revenait à 85 000 francs CFA, un truc comme ça, et qu'avec Transatlantique, c'était à 135 000 francs CFA. Il y avait une augmentation, n'est-ce pas, de l'opération de scanning des marchandises. Qu'est-ce que l'opérateur, qu'est-ce que le consommateur? Quand vous augmentez, l'opérateur économique va répercuter ça en bout de chaîne. C'est-à-dire les prix vont augmenter. Et j'aimerais même bien savoir, puisqu'on parle des opérations de scanning, il faut d'abord scanner les véritables propriétaires de Transatlantique. Pourquoi on nous a jamais dit ça? Pourquoi vous parlez des propriétaires quand... Les véritables actionnaires, oui, mais quand un propriétaire est connu... Je dis, quand vous venez vous installer sur le territoire camerounais, on doit tout au moins savoir ceux qui portent, n'est-ce pas, cette opération. Puisqu'on parle de scanning, il ne faut pas seulement scanner les marchandises, il faut également scanner les véritables actionnaires pour qu'on puisse les connaître. Oui. Mais Transatlantique DSA n'est pas une entreprise étrangère. Mais vous qui êtes une journaliste... C'est elle qui gère le scanning au port autonome, au port de Kribi. Madame Maillot, nous le savons tous. Mais vous qui êtes une journaliste de qualité, pouvez-vous me donner les noms des véritables propriétaires de cette entreprise? Le propriétaire, il est connu. Vous avez également des journalistes. Nous l'avons d'ailleurs sur ce plateau. Vous avez également des journalistes ici qui sont des journalistes d'investigation, des journalistes de qualité. Je vais par exemple citer deux. Roland Tsapi, Jean-Paul Chouniat. Vous pouvez, M. Cyril Bourgico peut leur demander d'aller scanner les véritables propriétaires de Transatlantique. Pourquoi demander le scanning? Je demande parce qu'on a l'impression que c'est une nébuleuse. Permettez, pourquoi scanner la cuisine interne de Transatlantique du moment où le ministre des Finances a donné la mise de côté, la mise à l'écart de Transatlantique? Donc finalement, la page de Transatlantique semble être tournée au port autonome de Douala puisque la SGS fera son retour dans les prochains jours. Espérons que cette page sera tournée, même si cette entreprise revient après. Mais pour le moment, il faut d'abord tourner cette page. Parce que le Premier ministre a pris une décision régalienne. C'est une décision régalienne de l'État dans ses fonctions exclusives et fondamentales. Est-ce que vous avez compris, Madame Mario? Oui. Les actes régaliens fondent l'autorité, la souveraineté d'un État. Je ne peux pas comprendre que tout un Premier ministre donne des directives et un directeur général d'une entreprise à capitaux publics n'exécute pas immédiatement et directement. Et quelle image ça donne aux investisseurs camerounais, aux investisseurs même étrangers, à ceux qui veulent venir, n'est-ce pas, investir au Cameroun? Ça montre que le pouvoir camerounais n'est pas centralisé, qu'il y a plusieurs pôles de pouvoir. Et ça les conforte dans l'idée qu'il y a très probablement une insécurité juridique dans les affaires au Cameroun. Et toute cette mauvaise image-là se répercute sur qui? Sur nous, les Camerounais, sur les générations futures. Et même sur les recettes de l'État. Vous avez parlé d'une perte de combien par jour? On parle de 13 milliards, 13 milliards de francs CFA. Au niveau de la douane. Par mois. Par jour. Par jour. C'est énorme. Qui va donc payer tout ça? On va se retourner, c'est le contribuable camerounais. C'est le Camerounais lambda. Ce n'est pas eux qui ont des gros cylindres, ce n'est pas eux qui ont de l'argent. D'ailleurs, vous avez vu le dernier rapport, un rapport de la CONAC qui disait qu'on a détourné, c'est l'équivalent de 40 000 milliards de francs CFA au Cameroun en 20 ans. Ça ne dira absolument rien. Ceux qui mettent les bâtons dans les roues et qui sont dans les sphères, n'est-ce pas, d'embourgeoisement illicite, ça ne va rien leur dire. Donc le vœu mais c'est la aujourd'hui... pauvre maman, c'est vous, c'est moi, c'est les enfants qui vont subir, n'est-ce pas, la répercussion
de cette double tarification et de cet arrêt des activités, donc, n'est-ce pas, qui aura une incidence extrêmement négative sur le prix des denrées de première nécessité. Donc le vœu aujourd'hui, Jean-Robert Wafo, c'est déjà que l'activité reprenne normalement au port autonome de Douala, que les instructions du Premier ministre réitérées par le ministre des Finances soient respectées par le directeur général du port autonome de Douala. Imaginons, c'est vrai que je vous demande pas de lire dans une boule de cristal, mais imaginons que la SGS revienne, rentre complètement dans ses droits. Est-ce que ça mettra fin à ce conflit en cours au port autonome de Douala? Parce que si le port a décidé de se séparer de la SGS, c'est bien parce qu'à un moment ou à un niveau, l'équipe dirigeante du port a estimé que les clauses du contrat n'avaient pas été remplies. Et si la SGS revient, est-ce qu'elle sera là jusqu'en 2032, comme le prétendent certains? Écoutez, le port autonome n'a pas jugé, n'est-ce pas, du contrat signé entre la SGS et l'État du Cameroun. Même comme j'ai personnellement dit, ce contrat est questionnable dans la mesure où la douane pouvait prendre ça en direct et l'argent rentre dans les caisses de l'État. Je vous ai donné des chiffres là, donc des chiffres là tout à l'heure. Le PAD ne peut pas juger ce contrat parce que la SG n'a pas signé de contrat avec le port autonome de Douala. Ça, on l'a compris, c'est avec l'État du Cameroun. C'est avec l'État du Cameroun, donc ils n'ont aucun jugement à faire. Tout au plus, ils peuvent aller dans les couloirs, dans les coulisses, ils essaient donc de négocier jusqu'à ce que peut-être l'État du Cameroun change d'option. Mais pour le moment, il est tenu de s'exécuter. Et s'exécuter veut dire appliquer maintenant, directement et sans réserve aucune, les directives formulées par le Premier ministre. S'exécuter, donc, est-ce que ça va résoudre définitivement le problème de scanning lié au scanning au port autonome de Douala? On n'en parlera plus jamais? Mais tant qu'il n'y a pas de nouvelles directives émanant du Premier ministre, pourquoi en parler? Mais maintenant, on peut en parler par rapport au choix économique qui a été fait. Et je vous ai donné ma position. C'est quoi? C'est que la douane, c'est que l'État fasse la question. Bon, on va nous dire qu'avec la SGS, que le contrat avec la SGS, c'est un contrat BOT, Build Operate en Transfer. Mais le temps, on peut questionner également la durée de ce contrat. Et parlant de ce contrat, j'ai entendu des gens dire, et ça est aussi difficile de leur donner du tort, qu'il y a des articles qui sont contradictoires. Il y a un premier article qui dit ça prendra que le contrat prend effet à compter de la date de signature du document. Un autre qui dit c'est après la pose l'installation du dernier scanner. D'abord, un contrat, c'est une loi des parties. Il faudra questionner ceux qui ont signé ça du côté de l'État du Cameroun. Et de trois, on ne peut pas reprocher la SGS d'avoir fait en sorte que cette disposition, c'est-à-dire qui mentionne que le contrat prend effet à compter à la date de signature de l'installation du quatrième scanner, on ne peut pas leur reprocher d'avoir insisté là-dessus. Parce que, manifestement, la SGS connaît les méthodes de ceux qui nous gouvernent. La preuve, il y a un document qui est également fuité dans les réseaux sociaux, daté je crois que c'est de mars 2016, c'est-à-dire 1 an après la signature du contrat, où la directrice générale de la SGS demandait dans une correspondance au directeur général du port autonome de Douala de mettre à disposition un site pour l'installation d'un scanner. Et la lettre était signée, donc avait pour objet lettre de rappel. Ça veut dire qu'il y a eu des correspondances antérieures. Bon, on peut pérorer là-dessus. Une chose est sûre, c'est quoi? C'est que quand vous signez un contrat, vous devez l'appliquer. Et s'il y a cette disposition, et je vais même plus loin, il est mentionné dans le dit contrat qu'en cas de litige,
n'est-ce pas, les parties ont 6 mois pour trouver un accord à l'amiable. Parce que ces 6 mois, c'est le tribunal de commerce de Paris on va trancher. Donc tranchera cette affaire. Nous allons rendre l'antenne. Donc je ne vais pas insister là-dessus, mais une fois de plus, ma position est que l'État, d'abord il faut respecter immédiatement, n'est-ce pas, et directement les instructions du Premier ministre, chef du gouvernement, qui ont été répercutées une fois de plus par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Ça, c'est d'un. Et de deux, il faut voir la perspective, c'est-à-dire qu'il faudrait que dorénavant, dans des opérations pareilles, qu'on tienne d'abord compte, n'est-ce pas, des intérêts de l'État du Cameroun. Les trucs de scanner, les scanners, on en trouve un peu partout. Je voudrais dire cartes de scanner, c'est 7 milliards 200 millions. En un an, avec, quand on tient compte seulement des importations, puisqu'il y a environ 180 000 conteneurs qui sont importés ici au Cameroun par an, une opération de scanning d'un conteneur, c'est de 85 000. Voyons, on a 15 milliards 300 millions. Donc bon, voilà, vous n'avez pas reproché la SGS qui est un partenaire privé. Si nous sommes dans le cadre d'un contrat et que je glisse quelque chose et que vous acceptez, mais, si on veut se plaindre de quelqu'un, c'est de vous qu'on va se plaindre. Parce que je n'aurais pas examiné. Pourtant, il y a des juristes. Il y a des juristes, n'est-ce pas, dans tous ces ministères. On va sortir par là, Jean-Robert Wafo. Merci beaucoup. Nous sommes le 16 février. En principe, c'est à partir d'aujourd'hui que devait prendre effet la menace de suspension des activités douanières du GECAM si ce problème lié au scanning au port autonome de Douala n'était pas résolu. On verra demain, en tout cas tout au long de cette semaine, ce qui sera fait de ce côté du port autonome de Douala. Est-ce que les instructions du Premier ministre seront finalement respectées ou est-ce que le GECAM va mettre sa menace à exécution? On verra, on suivra cela. Pour vous, chers téléspectateurs, merci Jean-Robert Wafo. Merci à vous de nous avoir suivis. Aux équipes techniques et rédactionnelles, très bonne fin de soirée sur Balafon Télévision et rendez-vous demain 20h pour une nouvelle édition du Grand Plateau.